merci à vous. Et je présente alors. Ok, merci à tous d'être là, merci à l'Aquarium et aux apérosceptiques. Donc, je m'appelle Sébastien Moreau, je suis vulgarisateur scientifique, je tiens la chaîne Cervelle d'Oiseau et je fais également des conférences, des chroniques, des livres. Avant toute chose, suite à des questions logistiques, mon ordinateur est là-haut, c'est-à-dire que je n'ai pas de contrôle sur mon ordinateur et je n'ai pas mes notes. Donc la conférence va se présenter en deux parties. Au départ, je vais venir un peu sur la question de ce qu'est une hiérarchie. Alors, sachant que c'est de la sémantique, il y a plein de sens, c'est juste pour introduire mon propos et c'est pas mon domaine, donc je vais passer assez rapidement dessus, juste pour mettre des bases. Et ensuite, on va venir plus en détail sur ce que justement la science du comportement animal nous permet de découvrir, nous permet de comprendre sur comment fonctionnent les fonctions cognitives des sociétés et voir si on peut en faire des hiérarchies ou si on ne peut pas en faire des hiérarchies. Spoiler, ça serait débile de le faire. Si on peut avancer. Merci. Donc voilà, on va commencer par cette partie-là. On peut passer tout de suite à la suite. Donc, une hiérarchie, ça vient du grec hiérarchia. Quoi ? Ça vient du grec hiérarchia, donc qui veut dire grosso modo la règle d'un haut prêtre. Donc évidemment, des hiérarchies, on en trouve dans tout un tas de sociétés animales où ça va être à la base de l'appropriation des ressources. Mais dans l'espèce humaine, ce terme de hiérarchie a un concept aussi de valeur. C'est-à-dire que quand quelque chose est haut dans la hiérarchie, c'est aussi quelque chose qui va avoir un ordre de priorité supérieur. Donc c'est pour ça que dans beaucoup de sociétés humaines, on se retrouve notamment avec des ordres religieux qui prennent le contrôle, et c'est souvent eux qui mettent les hiérarchies en place. Et on se rend compte effectivement que même intuitivement, on a tendance à suivre des hiérarchies, à donner plus de valeur à certains individus qu'à d'autres. Et la chanson de Didier Super que j'ai citée en bas, je trouve, représente pas mal ça. C'est une chanson où il parle des clochards qui jouent dans le métro, et où il met « Clochard, de toute façon, pour être vedette, d'abord, il faut être mignon, vous avez trop mauvais gens pour qu'on ait pitié de vous, nous, on s'inquiète que pour les riches ». Je trouve qu'il suffit de regarder un peu l'histoire avec Carlos Ghosn, où il suffit de regarder tout ce qu'on voit avec les Voici, etc. C'est Brad Pitt qu'on voit dedans, c'est pas vous. Hein. Donc, il y a une espèce... On s'inquiète plus pour ce qui va se passer pour Brad Pitt et Angelina Jolie que ce qui va se passer pour nos voisins, par exemple. Et donc, bien évidemment, il y a des ordres de priorité qu'on met avec ça, puisque normalement, c'est juste un rangement théoriquement objectif, mais ça ne l'est jamais. Par exemple, là, on le voit dans la pyramide, entre des joueurs PC, des joueurs de jeux vidéo PC et des joueurs de jeux vidéo console. Il est bien entendu par tout le monde ici que si demain, on doit choisir de sauver la vie d'un joueur PC ou d'un joueur console, tout le monde choisira la vie d'un joueur PC, c'est bien évident. Donc, on va pouvoir... Je pense que tout le monde est d'accord. On va pouvoir passer à la suite. Voilà. Donc, bien évidemment... Ça, c'est quelque chose qu'on traîne dans l'histoire humaine depuis un paquet de temps. Déjà depuis l'Antiquité, on avait des moqueries de Platon, mais ça a surtout été mis en forme par Aristote, puisqu'il aimait bien mettre en forme des conneries. Et donc, là, en l'occurrence, c'est typiquement ce qu'il a fait en nous créant l'échelle des êtres qu'on voit là. Alors, c'était hyper à la mode, hein. C'est quelque chose qui est resté jusqu'à il y a peu de temps. Donc, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'il va y avoir une espèce de hiérarchie, du moins bien au meilleur, où à chaque fois on va rajouter des valeurs positives. Par exemple, on va avoir le minéral. Bon, le minéral, ça existe. Ok, cool. Les plantes. Les plantes, ça existe et c'est vivant. Mais c'est tout. Le reste, c'est nul. Les animaux, ça existe, c'est vivant, et puis c'est mobile, et puis ça a de l'appétit. Puis au fur et à mesure, on monte, et soit on s'arrête à l'homme, soit on va jusqu'à Dieu. Et souvent, ça va jusqu'à Dieu. Et ce qui est intéressant, en plus, c'est qu'il y a une notion de finalité. C'est-à-dire que les choses évoluent en se perfectionnant jusqu'à un certain seuil. Par exemple, c'est ce qu'on voit avec JB René Robinet. Alors, j'ai pas trop d'image de lui, donc j'ai pris Louis XIV et j'ai mis un robinet dessus. Donc, ça m'a pris un peu de temps à faire. Donc, la citation qu'on voit de lui, donc c'était un philosophe qui était aussi qui travaillait sur la nature. Ça m'inquiète tous ces messages d'erreur là. Qui disait: dans la suite prodigieusement variée des animaux inférieurs à l'homme, je vois la nature en travail avancer en tâtonnant vers cet être excellent qui couronne son œuvre. Donc, on voit qu'il y a une espèce de finalité, comme si l'évolution allait quelque part. Elle avait un but. Alors c'est bien, c'est pratique, parce que comme ça ne s'appuie pas forcément sur des trucs ultra objectifs, c'est aussi une des personnes qui a le mieux théorisé la supériorité de la race blanche. Robinet. Mais on l'a retrouvé aussi en anthropologie, c'est-à-dire que l'anthropologie évolutionniste part du concept que toutes les sociétés humaines dites primitives visent à arriver au seuil évidemment, les sociétés occidentales, parce que, quitte à avoir une référence. Et donc, bon, on a Darwin qui s'est pointé, qui a dit, bon, votre arbre là qui va de A à Z et qui suit un truc, ça ne marche pas trop. Donc, il a commencé à proposer d'autres arbres, notamment l'arbre phylogénétique du vivant, où tout le monde, à la fin, arrive à peu près au même seuil.
Donc on n'a plus une visée, mais tout le monde évolue pour arriver à peu près au même point. Donc ça, c'est d'après Wikipédia la seule illustration qu'on a dans l'ouvrage. Et là-bas, on voit en fait les premiers arbres qu'ils faisaient en croquis pour essayer justement de casser cette histoire linéaire. Sauf qu'il faut bien réaliser que c'est quelque chose qu'on traîne depuis le Moyen-Âge. Et on avait des divisions, par exemple. Vous allez avoir dans chaque strate encore d'autres hiérarchies avec d'autres valeurs. Je vais vous prendre des exemples très simples. Chez les anges, par exemple, dans la religion catholique, vous allez avoir différents anges, les chérubins, les séraphins, etc., ne sont pas au même niveau, mais surtout chez les humains, on voit bien, par exemple, que dans les régimes féodaux, le roi de droit divin a plus de valeur, il est plus important socialement que le clergé, ça dépend, parce que si on a un pape, etc., qui va être au-dessus des bourgeois, qui vont être au-dessus des marchands, souvent ça va être les mêmes, et qui seront encore au-dessus des paysans. Même dans la famille, on va avoir, dans les sociétés qui sont majoritairement patriarcales chez l'humain, on va avoir l'homme qui a plus de valeur que la femme, qui elle-même a plus de valeur que les enfants, et parmi les enfants, le mâle a plus d'enfants que la femelle. Enfin, on retrouve ça partout. Et c'est encore plus flagrant chez notre rapport aux autres animaux. Par exemple, ça s'appuie sur rien de concret, mais on se rend compte qu'il y a des strates comme ça dans l'esprit de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a la sensation que les animaux sauvages ont plus de valeur que les animaux domestiques. C'est plus important de sauver un éléphant que de sauver un cochon ou un truc comme ça. Alors il y a aussi l'histoire de disparition, etc. Mais même, on sent que les animaux sauvages ont plus de valeur. Un loup et un chien, c'est pas la même chose. Alors que c'est la même chose. Enfin, pas à part les pugs et les bulldogs français. Mais globalement, c'est des trucs qui sont quand même relativement similaires. Et on se rend compte que les animaux sauvages sont plus nobles, plus valeureux que les animaux domestiques. Et chez les animaux domestiques, on a encore une séparation. Puisque, par exemple, les animaux domestiques utiles, type les chiens, type les chevaux, eh ben, ils ont une valeur supérieure parce qu'ils servent à ceux qui sont les moutons, les cochons, qui sont un peu plus dociles, un peu plus passifs. Pareil, vous allez voir par exemple une espèce de rapport même entre espèces, enfin entre groupes d'oiseaux, entre groupes d'animaux. Par exemple, les oiseaux, un aigle, on le perçoit comme plus noble qu'un pigeon. Il n'y a aucune raison à ça. C'est complètement subjectif, il n'y a aucune base logique à ça. On va essayer de mettre des raisons objectives derrière, mais en fait, que dalle. C'est juste quelque chose qui s'est créé. Et en plus, on se rend compte que selon les époques et selon ce qui est valorisé dans nos sociétés, c'est pas la même chose qui est mise en haut. Par exemple, quand on a des régimes féodaux avec des gens dont c'est la force qui prime, c'est la force qui doit primer. Je me tire, au revoir. Donc, qu'est-ce qu'on note chez les rois féodaux? Ça va être des lions, ça va être des ours, ça va être des aigles. Et puis, quand on commence à aller chercher des philosophes, notamment dans l'Antiquité, eh bien, ils vont vous parler de quoi? Ils vont vous parler de l'intelligence du dauphin, ils vont vous parler de l'intelligence du... Donc, en fait, on se rend compte qu'on met en haut de nos échelles de valeur ceux qui correspondent aux critères qui le valent le mieux pour nous, parce que c'est ce qui nous représente nous, parce qu'on part toujours de nous comme maître référent, et que forcément, quand on part de nous comme maître référent, eh bien, les autres sont toujours des nous, en moins bien. Et c'est ce qu'on a fait avec, justement, le comportement animal pendant des années. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur une présentation comme ça, c'est-à-dire qu'au milieu, vous allez avoir l'ancêtre commun à tous les êtres vivants, ensuite une radiation d'un peu toutes les espèces, et on se rend compte qu'à la fin, donc là, on a le groupe animal, donc là, vous avez les champignons, là, vous avez les animaux, les plantes, et on se rend compte qu'à la fin, tout le monde est au même niveau. Et on a effectivement l'humain qui est un animal au milieu des autres animaux, qui n'est pas plus évolué, moins évolué. Non, tous ceux qui sont là aujourd'hui sont évolués de la même manière, ont suivi, ils ont eu des challenges à remplir, ils ont réussi à les remplir, ils sont là aujourd'hui, et il n'y a pas de plus ou moins évolué, ça n'a juste pas de logique de faire ça. Et malgré tout, on continue à le percevoir encore aujourd'hui, c'est encore hyper ancré, alors que ça fait bientôt 1 siècle et demi, 2 siècles, que normalement on est censé avoir cassé ça, et quand on regarde les schémas en haut, c'est des schémas qu'on retrouve régulièrement, j'en ai vu dans des trucs de SVT, dans des cahiers de cours de SVT. Regardez bien le truc vicieux. Tous les animaux sont au même rang en haut. Mais on a les premiers primates, et en haut, on a les humains et les grands singes. Et vous regardez, la ligne va vers eux. Et ensuite, les autres se séparent. Mais pourquoi ça sépare pour eux? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas New World Monkey au bout et Human Another Ape? Non, c'est nous, c'est eux qui se sont séparés de notre branche. Vous voyez, comme c'est encore super vicieux, comme c'est hyper anthropocentré, c'est autour de l'humain que ça tourne. Là-bas, c'est pareil, on se rend compte qu'on a le premier vertébré, puis le premier vertébré machin, et c'est les autres qui partent de la ligne. Alors, on pourrait le prendre comme ça, mais on pourrait très bien mettre quelqu'un d'autre. Hein. On pourrait très bien mettre l'ours et faire dégager le chimpanzé avant. Et donc, si on veut pouvoir créer des hiérarchies qui, par définition, dans notre concept humain, ont une certaine subjectivité, bon, il faudrait essayer de rationaliser le truc, essayer de trouver des arguments objectifs. Par exemple, on pourrait créer une hiérarchie, je ne sais pas, on fait un concours de maths. Moi, j'arrive bon dernier, comme c'est fortement probable. Quelqu'un d'autre arrivera bon premier.
À ce moment-là, sur cet exercice, etc., on pourra dire, bon, ok, on était sur des bases relativement égales. Dans cette situation-là, etc., cette personne met hiérarchiquement, enfin, même pas hiérarchiquement, mais elle met supérieure. Ok, d'accord. Est-ce que ça met en cause ma valeur personnelle sur la totalité de ce que je suis et la totalité de ce que cette personne, c'est discutable. Mais déjà, on se rend compte que pour ça, il faut que les critères soient les mêmes à la base. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un débat super intéressant sur le fait de faire courir des coureurs handicapés, comme Oscar Pistorius, par exemple, avec des valides. Et c'est problématique parce que manifestement, les prothèses leur donnent des avantages. Peut-être avec un peu plus de pression, mais surtout, il n'y a pas de fatigue musculaire en dessous du genou, puisque c'est de la fibre de carbone sous le genou. Donc ça pose un problème parce que si on les met en compétition, on ne pourra pas dire lui est meilleur que lui ou lui est au-dessus de lui, parce qu'ils ne partent pas sur les mêmes bases, sur le même physio. Alors autant vous dire, quand on change d'espèce, c'est assez le bordel, et c'est tellement ancré dans notre esprit que même chez des associations animalistes, Mercy for Animals, qui est vraiment une des plus grandes associations animalistes internationales, sont capables de faire des conneries pareilles. Je vous traduis la phrase, fact, donc fait, les cochons sont considérés comme le cinquième animal le plus intelligent, encore plus intelligent que les chiens. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas comparer l'intelligence d'un cochon qui a eu des pressions évolutives, des pressions sociales d'un certain type, le chien qui en a eu totalement d'autres, surtout qu'il a évolué en parallèle à l'homme. C'est impossible de comparer ça. Cinquième, mais cinquième sur quelle échelle? Les chimpanzés, les dauphins, vous en faites quoi? Les corbeaux, les perroquets? Ça n'a aucun... Et sur quoi? Sur de la mémoire? Sur quelle capacité? Sur de la capacité numérique? Sur de la capacité de repérage spatial? C'est quoi le critère? Ce truc-là, en fait, il y a marqué fact, mais vous ne pouvez pas avoir un fact. Il ne peut pas y avoir de logique parce qu'il faudra avoir des critères pour ça. Et personne ne fera jamais ça parce que ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas mesurer tous les critères parce que ce n'est pas les mêmes éléments évolutifs qui ont poussé les choses à se développer. Et justement, c'est ce qu'on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe dans le reste du règne animal? Je veux bien qu'on change encore. Voilà, alors là, vous avez un macaque. Hein, non, voilà. Essayez peut-être d'aller en arrière et revenir en avant, je ne sais pas, parce que vous ne l'avez pas. Ok, bon, là, vous avez un macaque. Voilà, là, c'est pas des macaques, par exemple. Vous voyez? Hop, pas de macaque. Là, c'est pas un macaque. Là, c'est pas un macaque. Avant, c'était un macaque. Voilà, voilà. Ouais, très bien. Écoute, on se revoit dans un petit quart d'heure. Bon, alors, je vais faire l'histoire du macaque. Pourquoi j'avais mis cette histoire du macaque? Déjà, pour montrer que une supériorité hiérarchique n'est pas forcément quelque chose qui est... Lisez pas, ça viendra après. Vous déconcentrez pas. Concentrez-vous sur moi. Une supériorité hiérarchique n'est pas forcément une supériorité en tout. Par exemple, la jeune macaque qu'on voyait tout à l'heure, c'est une histoire qui monte à pas mal de temps. C'était une jeune macaque qui s'appelait Imo. En fait, c'est des chercheurs japonais qui ont commencé à vouloir donner des pommes de terre aux primates qui étaient là. Alors eux, ils n'étaient pas du tout là pour ça, hein, ils étudiaient les chevaux. Et puis, il y a une jeune femelle qui a commencé à nettoyer les pommes de terre. Et donc, elle a développé un nouveau comportement. Tout est sous contrôle. Ok, ça c'est la page encore après, c'est génial. Ça va finir plus tôt que prévu du coup. Donc vous aviez... c'est bien, c'est pas du tout déconcentrant. Yes. Ceci est un macaque. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Imo a développé différentes techniques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Elle a développé l'apparition des condiments dans sa société. Elle a développé tout un tas de cultures. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que Imo, c'était une subalterne dans son groupe. Imo, c'était celle qui était tout en bas de la hiérarchie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que culturellement, ça s'est transmis d'abord en bas de la hiérarchie. Puis, c'est monté vers les femelles. Puis, ceux qui ont mis le plus de temps à adopter ce comportement, c'était les mâles dominants du groupe. Pourquoi? Parce que chez à peu près toutes les espèces, on a un modèle de personnalité, on arrive à déterminer des types de personnalités. Et on se rend compte que de manière très récurrente, les individus les plus courageux sont souvent aussi les individus les plus solitaires et sont aussi les individus qui ont les moins bonnes capacités d'apprentissage. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont assez rentre-dedans. Ils ont un truc à faire, bam, ils y vont. Ils n'ont pas besoin d'hésiter, pas besoin de faire, parce qu'ils y vont. En revanche, les individus qui sont plutôt en retrait, en général, sont des individus plus sociaux et aux capacités cognitives, c'est-à-dire aux capacités, on va dire, intellectuelles, plus élevées. Ils apprennent plus facilement, ils transmettent plus facilement, ils s'imprègnent plus facilement parce qu'ils sont plus sociaux, etc. Et donc, ça veut dire que certes, on en avait qui étaient hiérarchiquement supérieurs, qui étaient certes plus forts, sauf qu'au sein du groupe, eh ben, ce n'était pas le cas, puisque là, dans le cas présent, Imo était une innovatrice énorme. Et en plus, quand on veut commencer à raisonner par exemple, souvent, nous, dans notre société actuelle, ce qui est important, c'est l'intelligence. C'est plus la force comme avant, beaucoup moins. Maintenant, c'est vraiment l'intelligence qui est mise en avant. Et l'intelligence, ça regroupe plein de choses. Ça va regrouper la mémoire, ça va regrouper plein de trucs. Et par exemple, dans la mémoire, vous pouvez avoir une espèce qui a une moins bonne mémoire qu'une autre,
Et c'est pas pour ça que celle qui a une meilleure mémoire est supérieure ou est plus valeureuse que l'autre, pour une bonne raison, c'est qu'il y a une pression évolutive qui a fait que ces deux espèces ont des mémoires comme ça. Et il y a une expérience qui est géniale, c'est celle-là de 95, sur des épinoches. Ils ont fait sur 3 variétés d'épinoches, les épinoches de mer en haut, des épinoches ensuite donc, qui vivent en milieu marin, des épinoches anadromes, donc qui vivent à moitié milieu marin, à moitié eau douce, et des épinoches d'eau douce pure. Et ils leur ont appris à manipuler une proie qui était compliquée à manipuler, qui était un petit crustacé. Et on se rend compte ensuite que quand on interrompt l'exercice, eh bien, les épinoches de mer, 25 jours après, elles sont toujours capables immédiatement de savoir comment manipuler cette proie. Les épinoches anadromes, elles, au bout de 10-11 jours, ça commence à se perdre. Les épinoches d'eau de mer, au bout de 8 jours, c'est revenu à zéro, elles ne s'en souviennent pas du tout. Et là, on va se dire, bon, bah d'accord, les épinoches d'eau de mer, elles ont des meilleures capacités, donc elles sont mieux, elles sont supérieures. Mais en fait, ça n'a pas de sens parce que les épinoches d'eau douce vivent dans des zones extrêmement stables. Les situations ne changent pas, les proies ne changent pas, l'environnement ne change pas. Ça veut dire que si vous apprenez quelque chose, ça vous servira demain, ça vous servira après-demain et ça vous servira dans un an. Les épinoches de mer vivent dans des zones d'estuaire. Ça change tout le temps. L'environnement change, les proies changent, les nutriments changent, tout change. Il faut être capable de réapprendre en permanence. Par conséquent, évolutivement, c'est plus pertinent pour les épinoches de mer d'oublier vite et de réapprendre. Pour elles, ça serait handicapant de mémoriser longtemps quelque chose parce qu'elles resteraient bloquées sur des schémas qui, en fait, ne sont pas utiles. Donc, si vous mettez une épinoche d'eau douce dans l'environnement d'une épinoche d'eau de mer, eh ben, elle mourra déjà. Mais si elle survit et qu'elle ne meurt pas, eh bien à ce moment-là, elle sera beaucoup moins efficace que l'épinoche d'eau de mer dans le même environnement, parce qu'elle n'est pas adaptée à cette situation-là. Et puis c'est pareil, selon sur quel truc on part, alors on aime bien aussi partir sur la taille du cerveau, le format du cerveau. Et on a eu un anthropocentrisme massif pendant l'étude du comportement animal, c'est qu'on part du cerveau humain, c'est normal, on part de ce qu'on connaît le mieux. Donc on part du cerveau humain et on se dit, bon, bah, le cerveau humain, voilà, il est très gros, il y a plein de neurones, 86 milliards à peu près. Et il y a un néocortex. Et a priori, le néocortex, c'est un des trucs qui est apparu le plus tard dans l'évolution des mammifères. Donc le néocortex, ça a l'air pas mal. Donc on en déduit que c'est le siège des capacités cognitives supérieures, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a regardé les oiseaux, cerveau grand comme ça, pas de néocortex. Bon, bah les oiseaux, à dégager, il n'y a rien à faire. Dans les années 70, vous avez des chercheurs, et notamment des chercheuses, je pense à Erin Pepperberg, qui voulaient travailler sur les oiseaux, et quand on en chiait, mais d'une force, parce qu'on leur disait... Mais pourquoi tu cherches sur les oiseaux? Il n'y a rien. Regarde la gueule du cerveau. Il n'y a pas le matériel pour, donc il n'y aura rien. Puis Erin Pepperberg, elle a montré, notamment avec le perroquet Alex, qu'il y avait quelque chose. Et puis il y avait méchamment quelque chose. Et aujourd'hui, que ce soit les perroquets comme les cacatoès, les cris du Gabon sur lesquels elle a travaillé, ou les corbeaux, les chercheurs appellent ça des chimpanzés à plumes, pour vous donner une idée du niveau. Mais effectivement, on s'est toujours focalisé sur les chimpanzés. En primatologie, vous avez une littérature qui est énorme. Sur les autres animaux, c'est récent, notamment sur les oiseaux. Et en 2016... ils ont évalué le nombre de neurones qu'on trouvait dans le cerveau des oiseaux et le cerveau des mammifères. Et là, ça a fait mal. Parce qu'on s'est rendu compte qu'à poids et taille égale, il y a 2 fois plus de neurones dans le cerveau d'un oiseau chanteur et des perroquets et corbeaux que dans les cerveaux des mammifères. Par exemple, vous avez en haut un roitelet huppé avec une souris. On voit que pour 0,36 grammes pour le roitelet et 0,42 grammes pour la souris, on a 71 millions de neurones contre 164 pour le roitelet. En bas, vous avez le cacatoès et un galago, qui est un petit singe. Vous avez pour 10 grammes de cerveau 2,122 milliards de neurones pour 936 millions de neurones côté du primate. Donc vous avez 2 à 3 fois plus de neurones dans un oiseau. Et en plus, ces neurones sont plus paquets. Ce qui veut dire que les oiseaux traitent l'information plus vite que nous. Donc si on devait faire des expériences de rapidité de traitement, vous vous ferez plier par un corbeau, mais plier sur un coin de table. C'est-à-dire que vous avez regardé le truc, alors lui il a fini le truc, il est chez lui en train de fumer une clope. Il faut vraiment regarder ça. Ils se sont amusés à faire des études comme ça en comparant un corbeau à un caniche, un truc comme ça, mais ça va mourir de rire, quoi. Le caniche, il arrive et c'est quoi? Le corbeau, il a fini, c'est tout. Il a démonté la boîte, il a tout terminé. Parce qu'il raisonne plus vite. Donc si on faisait une comparaison sur les vitesses de traitement, nous sommes des merdes. Le cerveau des oiseaux est beaucoup plus efficace que celui des mammifères. Parce qu'il est plus petit, plus compensé, plus dense. Et c'est un cerveau 2.0, c'est un iPhone, ça. Alors que nous, on traîne avec un Nokia des années 80. Il est solide, certes. Mais... donc voilà. Et ensuite, même par rapport à ça, on va se retrouver avec des animaux qui ont des aptitudes, si on devait prendre des critères purs, par exemple des critères de mémoire, qui nous défoncent d'une force, parce que nous, il y a plein de choses dont on n'a pas besoin en matière de mémoire. Alors vous avez plein de types de mémoire, les mémoires sémantiques, les mémoires de repérage spatial,
Mais par exemple, ce qui va être des mémoires à long terme, nous, on n'a pas forcément besoin d'avoir des mémoires à très très long terme, parce qu'en plus, on a des cultures cumulatives dans nos sociétés humaines, il y a tout un tas de trucs. Mais par exemple, si je vous dis, mardi, il y a 2 semaines, vous avez mangé quoi le soir ? N'en sais rien, à moins que vous ayez tué votre coloc et que vous l'ayez mangé. Il n'y a pas de raison que vous vous souveniez. S'il n'y a pas un élément principal, vous vous en souviendrez pas. Vous avez des animaux, si, ils vont s'en souvenir. Par exemple, dans les mémoires phénoménales, souvent on critique les poissons. Chez les poissons, on a certaines des mémoires les plus impressionnantes du règne animal. Alors le saumon n'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est le plus facile à expliquer et le plus court. Par exemple, les saumons, donc, ils vont naître dans des cours d'eau douce, dans des lacs. Et ensuite, à l'âge adulte, ils vont partir en haute mer. Eh bien, il faut savoir qu'en fait, quand les saumons partent, ils s'imprègnent de l'odeur de la rivière où ils sont nés. Ensuite, ils vont mémoriser les différents cours d'eau jusqu'à la mer, partir pendant 1-2 ans en haute mer, et quand ils vont revenir, ils vont se diriger à l'odeur. Et dans les cours d'eau douce, sur plusieurs centaines de kilomètres, ils sont capables de repérer et de reconnaître le truc où ils sont passés une fois il y a 2 ans de ça, et se rediriger jusqu'à la fin avec un degré de précision absolument phénoménal. Alors en plus, l'odorat de la plupart des poissons est absolument excellent. Les salmonidés, comme ça, c'est une goutte d'eau dans 500 000, enfin c'est une goutte de produit dans 500 000 litres, la détection. Donc c'est phénoménal, c'est une goutte dans une piscine olympique. Donc ils ont un odorat qui est absolument phénoménal. Chez les oiseaux aussi, par exemple, vous avez le casse-noix d'Amérique. Le casse-noix d'Amérique, c'est un oiseau qui cache des graines pour pouvoir manger pendant l'hiver. Cet oiseau-là, il va cacher environ 30 000 graines dans à peu près 10 000 cachettes et il est capable de les retrouver 9 mois plus tard. Voilà, si quelqu'un veut essayer. Donc au niveau mémoire, c'est absolument phénoménal. Et pareil, au niveau vitesse de traitement, on n'a pas besoin d'aller chercher les oiseaux. Il y a une étude extrêmement surprenante d'un laboratoire japonais sur des chimpanzés, où les chimpanzés, manifestement, ont une mémoire immédiate qui est meilleure que la nôtre. Ce que vous allez voir là, peut-être que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, c'est Ayumu, c'est un chimpanzé qui est testé dans un laboratoire donc au Japon. Donc Ayumu a appris à appuyer sur un écran, il y a des chiffres qui vont apparaître, il va appuyer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, il monte un peu, il corse un peu le truc, les chiffres vont s'allumer et s'éteindre et être remplacés par des carrés. Et de mémoire, Ayumu doit appuyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Là, je vois des yeux qui s'ouvrent, alors, j'ai vu aussi les gens qui l'avaient déjà vu, mais je vois les yeux qui s'ouvrent de gens qui ne l'ont pas vu. C'est bien pire que ce que vous pouvez imaginer. Je te laisse cliquer là pour mettre la vidéo, je me défie de faire ce que va faire Ayumu. Si on peut mettre la vidéo. Faut cliquer dessus. Impression. Oh. Ah, tu peux cliquer au milieu, ça marche. Hein. Oui. Je sens une vague d'humilité dans cette pièce. Voilà, donc c'est le critère qu'on doit prendre pour faire des trucs de supériorité, c'est la vitesse de traitement. Bah, Ayumu, il vous racontera la vie. Hein. Et il y a d'autres choses aussi. Par exemple, nous, on est une espèce qui n'est pas du tout précoce. On est une espèce qui a besoin de temps pour se développer. Les enfants, quand ils naissent, ne sont pas finis. Hein. Je veux dire, tous les gens qui ont eu des enfants, on voit bien qu'ils ne sont pas finis. Mais vous avez des espèces où les gamins vont être finis tout de suite. Par exemple, les poules, les petits ont besoin d'apprendre, ont besoin d'être autonomes quasiment tout de suite. Donc, ils ont quasiment toutes les capacités adultes à la naissance. Pas toutes, il y a plein de choses qu'ils doivent encore apprendre, mais quasiment tout est déjà disponible. Alors, on sait que les capacités numériques sont présentes chez à peu près toutes les espèces animales. Alors évidemment, j'exclus les moules, les huîtres, etc. Mais ça n'a pas été testé, remarquez. Mais chez quasiment toutes les espèces animales, on se rend compte qu'il y a les mêmes mécanismes à l'œuvre, c'est-à-dire une capacité de compter jusqu'à 4 et ensuite de faire des estimations. Et quand on regarde chez les sociétés humaines qui n'ont pas un vocabulaire très très développé ou des notions conceptuelles très développées, eh ben c'est pareil. Ils ont des chiffres jusqu'à 1, 2, 3, 4 dans leur vocabulaire et ensuite c'est beaucoup. Et toutes les espèces animales marchent comme ça. Et on s'est rendu compte que des poules, des poussins qui ont 3 à 5 jours sont déjà capables de faire des opérations d'arithmétique. C'est-à-dire, ce que vous allez voir, alors, les oiseaux, quand ils sont petits, ils passent un cap où ils s'imprègnent sur les éléments qui sont autour d'eux. Donc en général, ça va être les frères, la mère, etc. Donc ils vont être vraiment très soudés, c'est des compagnons sociaux. Donc qu'est-ce qui se passe dans les études? Ce qu'ils font, c'est qu'ils les imprègnent sur des capsules Kinder pour pouvoir les manipuler. Donc là, ça va être le cas.
Ensuite, ils vont mettre 2 écrans opaques. Le poussin est dans une boîte en plexiglas. Et ils vont mettre une première capsule derrière un écran. Ensuite, une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et une seule à droite. Le poussin, naturellement, va aller là où il y en a le plus. Il faut bien penser qu'il n'a à chaque fois vu qu'une seule capsule. Une disparaît, une disparaît. Donc ça veut dire que de tête, il faut qu'il additionne pour savoir qu'il y en a eu plus à gauche qu'à droite. Ça, les poussins le font très bien. On sait qu'à 4-5 jours, un poussin est déjà capable de faire ça. Alors que des humains, il faut déjà que ce soit à plusieurs mois. Voire plusieurs décennies. Là, ils ont voulu aller plus loin. Donc ce qu'on va entendre, c'est Giorgio Valortigara, mais j'explique avant, parce que 1, il parle en anglais, 2, il parle fort. Ce qu'on va voir là, c'est qu'ils font un test de soustraction. C'est-à-dire qu'ils vont faire la même chose, 4 à gauche, 1 à droite, et cette fois-ci, ils vont déplacer un de la gauche vers la droite, puis un deuxième de la gauche vers la droite. Donc on va se retrouver avec 2 d'un côté et 3 de l'autre. Je te laisse envoyer la vidéo. Chicks are presented with an object which disappears behind a screen on the right, and then with a series of objects that disappear behind a screen on the left. 1 object, 2 objects, 3 objects, and 4. We have had addition up to this point. Now we try some subtraction. 1 object is moved from the left to the right, and then another one moves from the left to the right. So at this point, we would expect that Chick will choose the screen on the right side, and it does. Donc pareillement, si on devait prendre un critère global, eh ben on se rendrait compte que finalement, tous les animaux qui ont des petits précoces, non, on peut revenir en arrière, que tous les animaux précoces, finalement, sont plus rapidement aptes à gérer que nous. Donc si c'était ça le critère qu'on prenait, eh ben, finalement, les poules sont meilleures que nous. Et puis on est en train de remettre en question beaucoup de choses qu'on connaissait sur le fonctionnement du cerveau. Les sciences cognitives sont en train d'être vachement bousculées par les poissons et les abeilles. En l'occurrence, c'est mes 2 spécialités, poissons-abeilles. Ça, c'est une étude qui est sortie il y a 3 semaines. On sait que les abeilles peuvent comprendre des concepts du type au-dessus d'eux, au-dessous d'eux, plus grand qu'eux, plus petit qu'eux, etc. On sait que les abeilles ont des bases numériques. On sait même que si vous apprenez à une abeille à se poser sur des carrés où il faut qu'elle se pose là où il y en a le moins, c'est-à-dire par exemple vous en mettez avec 3 cubes et 2 cubes, eh bien elles doivent toujours se poser sur celui qui en a le moins. Si ensuite vous mettez 2 et 1, elles doivent se poser sur celui qui en a le moins. Eh bien, ils ont fait le test en mettant 2 et rien. Eh bien, les abeilles se posent sur rien. C'est-à-dire qu'elles sont capables de traiter que l'absence de quelque chose, c'est inférieur à la présence d'un seul élément. Ça veut dire la notion du zéro. Et le cerveau n'est pas fait pour traiter rien, le cerveau doit traiter de l'info. Et là, ils sont capables de traiter l'absence de quelque chose comme étant quelque chose qui s'aligne sur la ligne mentale numérique en dessous de 1. C'est complètement barge. Celle-là, elle est pire. Elle est sortie il y a 3 semaines. Les abeilles, elles sont habituées à ce genre de truc. C'est-à-dire qu'en général, ça, c'est ce qu'on appelle une expérience en match to sample, c'est-à-dire faire correspondre à l'exemple. Vous passez à l'entrée, vous avez un motif, vous rentrez, vous allez sur le même motif, vous recevez une récompense. Mais là, il y a une subtilité. Quand c'est jaune, il faut soustraire 1. Quand c'est bleu, il faut ajouter 1. Les abeilles le font. Elles ont 1 million de neurones. On en a 86 milliards. Pour vous donner une comparaison, 1 million de secondes, c'est 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. 1 million de neurones, 86 milliards. Ça veut dire que ça, elles ne devraient pas pouvoir le faire. Aujourd'hui, les abeilles font plein de choses qu'elles ne devraient pas pouvoir faire. Les poissons font plein de choses que si on se basait que sur la physio, ils ne devraient pas pouvoir faire. Le problème, c'est qu'ils le font. Et donc, pareil, on a aussi, par exemple, des systèmes de prise de décision. J'ai pas l'heure, donc il faudra me dire si jamais ça commence à presser. On a des systèmes de décision qui sont dément et des systèmes de communication qui peuvent être assez complexes, assez précis et d'une rationalité. Honnêtement, le système de prise de décision le plus rationnel que je connaisse dans le règne animal, c'est les abeilles. Les abeilles possèdent une danse. Alors, la danse des abeilles, elles rentrent dans la ruche. Alors, elles trouvent une fleur qui est cool. Elles rentrent dans la ruche et elles font un cercle sur le rayon. Jusque-là, ok. Sauf qu'elles ne font pas vraiment un cercle. Elles coupent le cercle et elles font un diamètre. Elles dessinent le diamètre. Très bien. L'angle auquel elles coupent par rapport au sommet de la ruche indique la direction à prendre par rapport au soleil en sortant de la ruche. Par exemple, elles coupent à la verticale, ça veut dire vous sortez de la ruche, vous visez le soleil. Elles coupent à 45 degrés vers la gauche, vous sortez, vous prenez 45 degrés à gauche du soleil. Non, c'est pas fini, là. Ça sert à rien. Ensuite, quand elles vont couper, elles vont vibrer de l'abdomen. La fréquence de vibration indique la distance. C'est pas fini. Ensuite, le nombre de répétitions qu'elles vont faire et la vitesse à laquelle elles vont revenir au centre indiquent la qualité de la fleur. Et elles vont également échanger du pollen et du nectar pour donner une idée du goût et de l'odeur de la plante. Donc l'information est extrêmement précise. Il faut savoir que si elles restent dans la ruche pendant un certain temps à cause du mauvais temps, elles adaptent au mouvement du soleil.
Voilà. Et elles ont aussi des signaux d'arrêt. Elles ont des signaux d'arrêt, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va sur une fleur et il y a une araignée qui l'attaque, elle va revenir et si elle voit les autres qui dansent pour cette fleur, elle va se mettre contre et elle va presser pour lui dire arrête tout de suite, c'est de la merde. Et ça, on le retrouve sur le choix des ruches. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la vie de la ruche, vous allez avoir, toutes les années, enfin, vous allez avoir, oui, une reine qui va partir avec 50% de la ruche pour monter une nouvelle ruche. Et ensuite, les autres, avec la nouvelle reine, vont continuer l'ancienne ruche. Au départ, elles vont toutes se mettre en grappe. C'est ce que vous voyez là. Elles vont se mettre en grappe et on a des éclaireuses qui vont partir chercher un endroit pour mettre la nouvelle ruche. Donc il faut qu'il y ait une petite entrée, une assez grande superficie à l'intérieur, tout ça. Une fois qu'elle va en trouver une qui est bien, elle va revenir sur la grappe et faire la danse pour indiquer là il y a un endroit cool. Plusieurs éclaireuses vont faire ça. Celles qui sont indécises ne vont pas juste se contenter de suivre. Elles vont aller voir et si l'endroit est effectivement adapté, elles vont venir et danser également. Et si on se réfère à ce qu'on a expliqué tout à l'heure, eh bien, les danses vont avoir plus de répétitions si la qualité est élevée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir des abeilles qui vont danser longtemps pour les endroits les plus intéressants et les abeilles moins longtemps pour les endroits les moins intéressants. Donc on va avoir les abeilles qui dansent pas beaucoup pour les endroits pas très intéressants qui vont s'arrêter, puis elles vont se rendre compte que l'autre, ça fait un quart d'heure qu'elle danse là. Oh, c'est peut-être cool, je vais aller voir. Putain, ouais, c'est cool, je danse. Et qu'est-ce qui se passe? En 48 heures, vous avez un quorum, toutes les abeilles dansent pour la même ruche. Vous avez la prise de décision la plus rationnelle. La plupart des abeilles qui ont décidé sont allées visiter, elles ont évalué, et les chercheurs ont fait des tests avec différents types de ruches qu'on estimait, nous, être des ruches qui fonctionnaient pour les abeilles. Et effectivement, dans 100% des cas, elles choisissent ce qui semble être la ruche la plus optimum dans la situation. C'est, à ma connaissance, la prise de décision la plus rationnelle qui existe dans le règne animal. C'est phénoménal comme truc. Et au niveau des communications, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, on est content parce qu'on a de la grammaire, des trucs comme ça. Mais il faut aussi penser que ça se développe parce qu'à un moment, il y en a un besoin. Par exemple, on sait que les dauphins peuvent utiliser de la grammaire en captivité. Dans la vie sauvage, on n'a jamais observé de dauphins qui utilisaient des grammaires. Les kéas, qui sont des perroquets de Nouvelle-Zélande, utilisent des outils en captivité. On ne les a jamais vus utiliser d'outils dans la vie sauvage. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, où ils ont mis des pièges à hermine sur une île avec des appâts dedans, et les kéas ont commencé à utiliser des bâtons pour désactiver les pièges pour récupérer l'appât. Donc, parce qu'ils ont eu le besoin de le faire, ils ont développé cette utilisation d'outils, mais ils avaient déjà les capacités pour le faire. Et on a aussi, par exemple, les poissons éléphants. Donc ça, c'est des trucs complètement fous, les poissons électrogènes. Donc c'est des poissons qui vont faire des champs électriques autour d'eux pour repérer l'environnement. Un peu comme un sonar, pas exactement, mais un peu comme les sonars chez les dauphins. Donc ils vont faire des petites impulsions pour repérer l'environnement. Quand je dis des petites impulsions, ça peut être quelques impulsions par seconde jusqu'à plusieurs milliers de pulsations par seconde. Je vous laisse juste visualiser le truc. Il faut savoir que chacune de ces pulsations, elle a une forme d'onde, l'EOD, Electric Organ Discharge, qui contient son identité, son sexe, son statut reproductif, son statut social et probablement d'autres infos qu'on n'a pas décodées encore. Les intervalles entre chaque pulsation, comme un code Morse, indiquent des informations contextuelles, agression, séduction, etc. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que nous, notre langage, il est très structuré, mais il est très lent par rapport à eux qui peuvent transmettre beaucoup d'informations en permanence. Il faut savoir que c'est le même truc qui leur permet d'observer leur environnement et de communiquer. Et alors bon, je rentre pas dans le détail parce que c'est très long et très compliqué, mais la communication des poissons électriques est complètement what the fuck. Et justement, à partir du moment, et ça c'est vraiment le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez une pression sociale ou une pression écologique certaine, eh bien, les animaux seront capables de remplir les tâches qui tombent devant eux. Par exemple, on se retrouve avec, vous avez des chimpanzés qui ont fait des expériences sur quand vous devez coopérer avec un partenaire, eh bien les chimpanzés sont capables de choisir quel est le partenaire le plus efficace parmi plusieurs partenaires. On voit des stratégies se mettre en œuvre pour évaluer celui qui est un blaireau et celui qui est bien, et ensuite ils développent ça. Le mérou et la murène sont des poissons qui chassent ensemble, en général à la décision du mérou. Le mérou a développé une communication et des gestuelles bien précises pour appeler la murène, avec ce qu'on appelle des gestes référentiels, c'est-à-dire des gestes qui pointent une direction, un objet là où la proie est rentrée dans le récif. Donc ils ont un langage qui est très compliqué, et ils ont fait des tests, et ils ont montré que quand on demande au mérou d'essayer d'évaluer quelle est la meilleure murène avec laquelle chasser, le mérou met en place des stratégies assez similaires à celles qu'on retrouve chez les chimpanzés, et je ne rentre pas dans le détail, mais en haut, vous voyez les stats comparés, on a quasiment les mêmes graphes sur les chimpanzés et sur les mérous. Donc les mérous, qui sont pourtant des poissons, en fait, vont adopter pas exactement, mais des stratégies assez similaires à celles que l'on retrouve chez les chimpanzés, avec autant de succès pour évaluer un partenaire coopératif. Et vous avez des poissons qui peuvent avoir des vies extrêmement complexes, comme le labre nettoyeur, et qui vont développer des capacités qui vont poutrer des grands singes, et même, honnêtement, sur celle-là, une poutre-moi, je pense. Alors ça, c'est des poissons, très brièvement, qui vivent en mangeant les parasites des autres poissons, les labres nettoyeurs. Et ces poissons-là, en fait, il faut qu'ils fassent la différence entre les poissons prédateurs. Alors oui, il faut que je précise quand même, ils aiment bien mordre le mucus, qui est la couche protectrice des poissons. Et les autres poissons n'aiment pas trop ça.
S'ils se font mordre, donc c'est pas cool. Donc déjà, les labres ne vont pas faire ça sur des prédateurs. Si jamais ils déconnent, ils leur font des petits massages. Et on a fait des études qui montrent que les massages calment les poissons. Véridique. Donc ils vont faire ça. Ensuite, il va y avoir des non-prédateurs qui vont faire la queue pour se faire nettoyer à la station de nettoyage. Les labres sont capables de faire la différence entre ceux qui ont plusieurs stations de nettoyage et ceux qui n'ont qu'une seule station de nettoyage. Ceux qui en ont plusieurs peuvent partir s'ils attendent trop longtemps. Donc ils feront toujours passer ceux-là en premier. Ensuite, si jamais ils trichent pendant qu'on les observe, les poissons qui observent partent. Donc ils ne trichent jamais quand ils sont observés. Ils ne trichent que quand ils ne sont pas observés. Ils font attention à la note TripAdvisor. Et si jamais ils trichent avec un poisson et que ce poisson est un non-prédateur et qu'ils les chassent, et bien à ce moment-là, ils vont aller se réfugier vers un autre prédateur et surtout, ils vont se souvenir que ça s'est mal passé. La prochaine fois, ils vont faire un nettoyage nickel. On pense qu'ils reconnaissent au moins 100 autres poissons, toute espèce confondue, et les interactions qu'ils ont eues avec eux. Et surtout, on se rend compte qu'ils sont capables d'évaluer si un poisson est parti depuis longtemps ou pas, s'il a eu le temps de se refaire parasiter ou pas. Parce que comme on l'a dit, il fait souvent des petits massages, et les poissons aiment bien les massages. Donc vous en avez, ils viennent de se faire nettoyer, ils partent et reviennent tout de suite. Et pour le labre, c'est pas rentable de nettoyer, il est vide. Et bien les labres sont capables de savoir, lui, il n'est pas venu depuis tant de temps, vu l'espèce, etc. Ça, c'est pas possible qu'il soit reparasité, donc je le nettoie pas. Eh bien, on a fait des études comme ça. Alors, il y a 2 études qui sont fascinantes. La première, c'est une comparaison entre des singes capucins, des orang-outans, oui, c'est capucin, des chimpanzés et la fille de l'expérimentateur. Donc Homo sapiens. Le but est simple, 2 assiettes, on va dire une rouge, une bleue pour simplifier. Dans une des assiettes, il y a une assiette qui est fixe, qui restera toujours là, et une assiette qui est temporaire. C'est-à-dire que si vous commencez par l'assiette temporaire, l'assiette fixe reste. Donc vous pourrez manger la première, puis la deuxième. Si vous commencez par l'assiette fixe, l'assiette temporaire est retirée immédiatement. Donc vous ne pourrez manger que dans une assiette. Et bien dans cette expérimentation, les premiers à avoir compris qu'il fallait commencer par l'assiette temporaire, ce n'est pas les singes capucins, ce n'est pas les orang-outans, et ce n'est pas les chimpanzés. Donc il reste la fille de l'expérimentateur, donc humiliation sur la table là, ou le labre, qui est le poisson qu'on voit là-haut. Et c'est le labre, le premier qui a compris qu'il fallait commencer par l'assiette qui s'en va. Pourquoi ? Parce que ça correspond à son mode de vie en fait. Il faut qu'il comprenne qu'il faut commencer par le client qui s'en va tout de suite. Donc à partir du moment où c'est cohérent, il sera meilleur que les autres, parce que c'est cohérent dans son univers. Il n'y a pas de question d'être meilleur ou d'être moins bon, c'est juste que c'est plus cohérent pour lui. Cette tâche-là, elle est complètement barge. Vous avez des assiettes. Alors, vous avez une assiette rouge avec de la nourriture qui n'est pas trop appréciée, mais qui est tout le temps disponible. Et ensuite, vous avez des assiettes bleues, vertes et jaunes avec de la nourriture qui est très appréciée, mais elles ne sont pas tout le temps disponibles. La bleue est disponible toutes les 5 minutes, la verte toutes les 10 minutes et la jaune toutes les 15 minutes. Qu'est-ce qui se passe ? Au départ, il présente la rouge. Donc le labre, il vient, bon, il mange sur la rouge, ok, cool, c'est pas terrible, mais je ferai avec. Ensuite, il présente la rouge et la bleue. Donc à ce moment-là, il voit les crevettes sur l'autre qu'il préfère, donc bon, il va sur les crevettes, hop, il la mange, c'est cool. Bon, jusque-là, tout va bien. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est que toutes les 2,5 minutes, ils vont présenter les 2 assiettes. Ce qui veut dire qu'au départ, il pourra commencer par la bleue, mais ensuite, il n'y a que 2,5 minutes qui s'est écoulée, on a dit qu'elle était dispo toutes les 5 minutes. Donc s'il commence par la bleue, les 2 sont retirés tout de suite, et il n'a rien. Et ensuite, on repropose 5 minutes plus tard, et là, nouveau, il peut aller sur la bleue. Et on se rend compte que les labres arrivent très bien à faire rouge, bleu, rouge. Donc ça veut dire qu'il y a du self-control déjà. Il est capable de se restreindre, de prendre le truc qu'il aime beaucoup parce qu'il sait qu'il va perdre les 2. Déjà ça, c'est pas rien cognitivement, le self-control. Et là, on pourrait dire, ouais, mais il fait juste un coup sur 2, c'est pas impressionnant. Sauf qu'ensuite, ils vont faire toutes les 2,5 minutes et ils vont l'entraîner avec l'assiette toutes les 10 et l'assiette toutes les 15. Et toutes les 2,5 minutes, ils vont proposer un duo d'assiettes, peu importe les couleurs, tout mélangé. Donc il faut qu'ils se souviennent, attends, elle est venue il y a 15 minutes, elle est venue il y a 10 minutes, donc c'est elle qui est disponible. Moi, j'en suis incapable. C'est hallucinant comme expérience. Mais pareil, ça correspond à leur mode de vie. Et justement, on a par exemple, ensuite, quand on veut parler de la conscience, on a le fameux test du miroir, le fameux test de conscience de soi. Bon, je ne vais pas revenir trop en détail dessus, mais le test du miroir, en gros, si l'animal se reconnaît dans le miroir, ça serait un proxy pour dire que potentiellement il a conscience de lui. C'est un test qui est très problématique, je ne vais pas m'étendre dessus. Mais c'est marrant parce que, par exemple, on voit que chez les dauphins, on peut mettre éventuellement une vidéo, mais elle n'est pas passionnante, mais sur les dauphins, ils y arrivent beaucoup plus tôt que les jeunes humains. Donc les dauphins auraient conscience d'eux beaucoup plus jeunes que chez les êtres humains. Donc là, c'est l'expérience où ils se regardent et ils leur ont mis la marque sur le ventre. Donc normalement, c'est s'ils ils essaient d'enlever la marque sur eux, etc., etc. Alors là, on voit déjà bien une limite de ce test, puisque le dauphin ne peut pas enlever la marque sur lui, parce qu'il lui manque un truc genre des mains. Donc on considère qu'à partir du moment où il regarde, c'est validé. Honnêtement, moi je trouve ça très discutable. Sachant que les labres dont on vient de parler ont passé le test du miroir.
cet été. On va couper la vidéo. Ils l'ont passé cet été, cette étude-là, pour connaître très bien tous les tests de miroir qui ont été faits. Le plus convaincant, c'est celui-ci. C'est plus convaincant que les éléphants, c'est plus convaincant que les chimpanzés, et c'est plus convaincant que les dauphins. Les labres le remplissent à la perfection. C'est impressionnant comme truc. Et la conclusion de l'étude n'est pas « les labres ont conscience d'eux ». La conclusion de l'étude est « le test du miroir n'est pas fiable ». Le fait est que c'est vrai. On va être clair, le fait est que c'est vrai. Mais la conclusion est très intéressante de ce qu'elle dit des sciences cognitives aujourd'hui. Cette conclusion dit, en fait, on se rend compte que à partir du moment où on propose quelque chose qui fait sens à l'animal, il le réussira. À partir du moment où on lui propose quelque chose qui écologiquement ne fait pas sens, il l'échouera. C'est pas qu'il va être supérieur, moins bon, meilleur ou quoi que ce soit, c'est juste que ça n'a pas de sens pour lui. Si vous mettez deux mains dans l'univers d'un labre, vous serez de très mauvais nettoyeurs, parce que c'est pas votre environnement et vous mourrez noyé de toute manière. Mais c'est pas votre environnement dans tous les cas de figure, donc vous serez moins compétent qu'eux, forcément, parce que vous n'avez pas plusieurs milliers d'années d'évolution pour arriver à ce stade-là. Donc, cette étude-là est intéressante pour ça, parce qu'on voit bien l'anthropocentrisme extrêmement important qu'on a eu dans les sciences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un dauphin et que le test est vraiment limite, ça passe. À partir du moment où c'est un éléphant, il faut savoir qu'ils l'ont fait sur 3 éléphants d'Asie, il y en a un qui l'a passé. Hein. Et franchement, donc là, ça passe. Parce que, je le disais tout à l'heure, on a une hiérarchie de valeurs dans notre tête, les éléphants, c'est bon. Les dauphins, c'est bon. Les poissons, non. Sérieux, non, quoi. Sauf qu'eux, ils le passent mieux. Donc là, il y a un problème. Et on est vraiment en train de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que cette espèce d'organisation qu'on a mis avec les vertébrés inférieurs, les vertébrés supérieurs, tout ça, en fait, n'a plus de logique. Aujourd'hui, on sait, par exemple, que les poissons ont des capacités cognitives au niveau des mammifères. Il n'y a pas de... C'est pas en dessous, au niveau des oiseaux. C'est pas du tout en dessous. C'est juste que on les fréquente moins, en fait. Et du coup, ils sont plus bas dans notre échelle et on ne s'attend pas. Et quand vous voyez les études sur les abeilles ou sur les poissons, elles sont beaucoup plus pointilleuses que celles que vous trouvez sur les primates, simplement parce qu'il y a plus de critiques à attendre, simplement pour ça. Et donc voilà, cette étude-là, elle est vraiment marquante pour ça. Elle vient de revenir de peer review, de comité de lecture, il y a 3 semaines, 1 mois, mais elle a été publiée à la base en août. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. C'est-à-dire là, on a vraiment un tournant qui dit, maintenant, on se rend compte que peut-être que les tests basés sur l'humain, typiquement le test du miroir, en fait, ne déterminent pas... On partait du concept que l'humain avait un certain type de reconnaissance de soi qui marchait comme ça, donc tous ceux qui n'y arrivaient pas, étaient moins bien que nous, et les autres, machin. Et on se rend compte qu'en fait, non, c'est juste une question de est-ce que c'est pertinent ou est-ce que c'est pas pertinent. Et de toute façon, on sait très bien qui est-ce qui gouverne le monde, c'est certainement pas les humains. Voilà, je te laisse passer 2 fois. Je vous remercie, j'en ai fait le tour. Ça, c'est mon job, si jamais ça vous intéresse.